Au nom de Dieu clément, miséricordieux, louange à Dieu, seul, au début. Je salue l'esprit, l'âme de tous les martyrs de la Tunisie. Et je salue avec un grand respect pour tous les blessés de la révolution de la dignité, de la liberté, la révolution du 7 décembre, 14 janvier. En même temps, je voudrais saluer et exprimer donc ma gratitude pour tous mes amis, mes collègues, ceux qui ont lutté avec moi depuis le 18 janvier 52, mais également le 29 janvier 1956 également, qui était une révolution que je qualifierais de complémentaire et que beaucoup de gens ne connaissent pas. Donc ma présence ici est un devoir de conscience pour moi, et pour accomplir une mission que je considère, c'est une mission qui a un caractère nationaliste, patriotique et de justice, également morale. Et tout cela, donc envers mes compagnons de lutte. C'est la lutte de la libération de la Tunisie dans les années 1950, et notamment mes frères et mes compagnons du dernier quart d'heure qui a sauvé la Tunisie des retombées ô combien graves des accords qui ont été conclus entre la Tunisie et la France le 3 juin 1955. Mais également les compagnons de lutte lors du dernier quart qui ont obligé l'État français à reconnaître finalement pour le peuple tunisien résistant et digne, reconnaître son droit à la liberté et à la souveraineté et à la dignité. La mission pour laquelle je me présente aujourd'hui consiste à demander au système, aux institutions de justice pour rouvrir les dossiers, le dossier surtout des martyrs de l'opposition youssefiste, c'est-à-dire des partisans de Salah Ben Youssef. Le réexamen de ce dossier, mener une nouvelle enquête et mettre à nu les vérités concernant l'affaire et la condamnation et le fait de prononcer donc des jugements à l'encontre de toutes les personnes, qu'elles soient vivantes ou mortes, qui auraient donné l'ordre ou fait abstraction des agissements que je qualifierais de criminels et terroristes dont ont fait objet les martyrs de ce dossier. Bien sûr, tout cela de la part de comités d'historiens appartenant à Bourguiba ou sous l'ordre de Bourguiba. Sous le couvert du gouvernement, le second gouvernement de Tahar Ben Ammar, Premier ministre. Donc, de septembre 1955 jusqu'à avril 1956. Dans ce sillage d'idées, et pour apporter l'équité de la mémoire nationale, la nôtre, et pour éradiquer la falsification de notre histoire contemporaine et pour éclairer l'opinion publique et surtout les nouvelles générations, les jeunes.
Je rappelle succinctement, je rappelle les conditions et donc les situations vraies qui ont occasionné ce conflit entre Ben Youssef et Bourguiba qui s'est soldé par un crime d'État qui a été reconnu par la suite en tant que tel. Ces conditions. Je reviens avec vous au mois de juillet 1954, c'est-à-dire environ 2 ans et demi après l'éclatement de la révolution tunisienne, le 18 janvier 1952. Donc, à ce moment-là, les événements sanglants sont devenus un quotidien pour cause la répression exécutée par les forces de l'ordre colonial qui présidaient aux destinées du pays à l'époque, mais également de la part des groupes armés patriotiques. Donc face à la détérioration de la situation, mais également face à l'impuissance de l'autorité coloniale et à mettre fin à la lutte de ces groupes armés, le chef du gouvernement français, personnellement, Mendes France, à l'époque, est intervenu et il a donc accepté d'établir des concertations, une communication avec Bourguiba qui était en exil. Et à l'époque, il était à l'île de Groix, en France. Donc, après un contact indirect et un accord de première mouture, Mendes France a décidé de lever l'assignation à domicile et il a convoqué Bourguiba à Paris où il l'a salué, lui a souhaité la bienvenue, considérant qu'il s'agit d'un chef d'un parti ancré et chef d'un mouvement de libération en place et efficace. Il a hébergé dans le palais des hôtes. Après plusieurs rencontres, des discussions, des concertations, disons semi-confidentielles, indirectes entre Mendes France et voilà, et Bourguiba il était seul Bourguiba. Donc Mendes France a accepté le projet d'une autonomie interne pour la Tunisie. Ce projet d'autonomie interne pour lequel Mendes France s'est déplacé en Tunisie et il a annoncé devant feu le bey, Lamine Bey de l'époque. À Paris, Bourguiba a pris contact avec Salah Ben Youssef, qui était au Caire, qui était le numéro 2 du parti et le secrétaire général du parti d'historiens de l'époque. Donc Bourguiba, de Paris, il a informé des détails concernant le projet d'autonomie interne. Et Salah Ben Youssef a accepté le principe pour calmer les esprits et le principe d'entrer dans des tractations avec la partie française. Mais par la suite, lorsqu'il a examiné les clauses de l'accord, et il a refusé d'accepter que les négociations et l'autonomie interne soient
voilà, soit accompagné d'une échéance ou d'une limite dans le temps, peut-être un an ou deux, et cela pour mettre un terme au régime du protectorat français en Tunisie. Et donc, ils ont exigé que cela soit donc fixé par une date limite, une date butoir. Et donc, il a informé Bourguiba que et moi, Salah Ben Youssef et le peuple tunisien, je ne pense pas qu'il serait possible d'accepter que les systèmes de sécurité interne entre les mains des autorités françaises. Ils ont réfléchi, donc il a rappelé les événements de Tazarka. Certains d'entre vous peut-être s'en rappellent, les événements lorsque un groupe, voilà, excusez-moi de ce terme, il ne s'agit pas de soldats, mais ce sont des crapules et des bêtes humaines qui ont envahi le village. Ils ont donc défoncé les portes des maisons, ils ont fait sortir les hommes, on les a réunis en place bien surveillée par des forces armées, et ils ont donc envahi les maisons pour violer les femmes. Et au cours de ces violations, donc je rappelle tout simplement les hommes qui ont été réunis dans la place publique. Donc il faut imaginer l'horreur. Ils écoutaient leurs femmes, leurs sœurs, leurs filles qui hurlaient, et qui demandaient secours. Et à chaque fois que l'un des hommes réagit, donc on tire dessus, il est mort devant ses pairs. Donc les soldats, ils ont trouvé dans les maisons qu'ils ont perquisitionnées, ils ont trouvé des femmes qui avaient leur bébé dans leurs mains. Le soldat, donc il lui casse le poignet, la main, il lui prend son enfant, il le jette par terre. Et s'il a de la chance de s'échapper de la mort, mais sinon il meurt tout de suite, et beaucoup de nouveau-nés sont morts de bébés. Et je le dis, tout cela, et ça a été donc enregistré, ça a été donc documenté dans des rapports internationaux. Voilà, c'est clair. Donc il y a des martyrs bébés nouveau-nés, des nourrissons qui sont morts. Je rappelle tout cela pour vous puissiez comprendre ce qu'a fait l'armée française en Tunisie depuis 1952 jusqu'à 1954, et même après, mais disons de 1952 à 1954, grosso modo. Et l'opération qui a eu lieu à Tazarka a eu d'autres opérations qui sont similaires dans d'autres localités. Pardon. Mais l'armée française en Tunisie tué les personnes détenues, les prisonniers, les personnes blessées. On les achevait. Et dans le sud tunisien, ça a été le cas. Dans la région de Mednine, disons, entre Mednine et Benguerden, dans une localité, un commandant de légionnaire donc pénètre dans la localité après l'assassinat de Farhat Hached. Il y avait à l'époque Ali Zlitni, donc qui était responsable dans la région, et les forces de sécurité françaises donc se sont rendues de l'existence de ces résistants. On les a encerclés, et ces résistants étaient vraiment braves et farouches au début, mais par la suite beaucoup d'entre eux ont cédé, et beaucoup ont trouvé la mort, d'autres sont blessés parmi les résistants, et on a donc
on a arrêté 4 ou 5 personnes. Un officier leur a demandé qui parle de français parmi vous. On a trouvé quelqu'un qui peut parler et on les a abattus froidement sur place. Voilà, je rappelle tout simplement les agissements honteux perpétrés par les forces françaises. Je reviens maintenant à mon discours de tout à l'heure. Voilà, la question de l'autonomie interne. Les négociations ont commencé sur proposition de Mendes France, chef du gouvernement. Donc il a proposé à Bourguiba de nommer un nouveau gouvernement, mais également 3 ministres pour entamer les joutes de négociations avec la France. Après 2 mois de tractation, il y a eu un accrochage en Tunisie, pardon, c'était l'opération de Bargou dans la région de Siliana. Donc après cet accrochage entre les forces françaises et les résistants, il y a eu des morts et des blessés des 2 parties, des Français et des Tunisiens, bien entendu. À Paris, le vice-premier ministre de la France n'a pas accepté cela. Il a demandé à Tarb Ammar, chef du gouvernement, et il le dit que le gouvernement français n'est plus disposé à mener les négociations sous la menace, sous le terrorisme. C'est ridicule. À l'époque, les Tunisiens disposaient de 2500 résistants, alors que la France disposait de 30 000 tirailleurs, sans parler de l'artillerie et de l'aviation. Et avec cela, les Français prétendent qu'ils ne peuvent pas négocier sous la menace. Mais quelle menace? Et on a également adressé un ultimatum dans lequel on dit que si les forces françaises établies en Tunisie ne reçoivent pas les armes des résistants qui doivent les déposer, ils vont mettre donc un terme au processus de négociation. On revient à notre discours initial. Bien sûr, le Premier ministre Tarb Ammar ne pouvait rien faire. C'est Bourguiba qui devait décider de la suite. Moi, j'ai pas bien compris pourquoi Bourguiba, bon, peut-être il a réuni un conseil national, mais je pense pas que c'était possible parce que la majorité des membres qui devaient être partis du Conseil national du parti, c'était des chefs des fédérations du Destour. Ils étaient en prison en majorité. Mais de quel Conseil national on parle? Mais voilà, passons Bourguiba, l'essentiel, il a décidé de sauver la négociation, lui donner un nouveau souffle, voilà, le sauver. Et bien entendu, il a pris la décision avec un certain nombre de ses partisans à faire opérer une sorte de diversion et donc à convaincre donc les résistants à déposer leurs armes. Je parle de l'armée française qui était nombreuse, 30 000 soldats. Et on sait comment ils se sont installés en Tunisie, dans quelles conditions. Et malgré cela, les résistants ont imposé à la France de commencer les négociations, alors que Bourguiba était en exil. Donc en Tunisie, donc il y a eu une sorte de secousse, mais accompagnée d'un scandale, disons,
secret, semi-confidentiel, parce que la presse n'en a pas rendu compte. C'est pas après coup qu'on en a parlé dans les médias de l'époque. Donc les retombées ont été néfastes, très néfastes, sachant que cette opération honteuse est survenue en même temps avec l'éclatement, le début de la révolution glorieuse de nos frères algériens, le 1er novembre 1954. Et le dépôt des armes, c'était en décembre 1954, par les Tunisiens, à Paris. Donc il y a un climat plutôt serein maintenant qui s'est installé. Ils ont constaté que cette opération et l'intervention de Bourguiba sont une intervention efficace. Donc ils ont considéré qu'il s'agit d'un témoignage de loyauté et donc de fidélité envers la France. Et Bourguiba donc, a offert à la France une victoire que l'armée française n'a jamais rêvé de réaliser. Les négociations ont abouti donc à un résultat, la signature des accords en juin et le 6 septembre. Elles ont été publiées dans le journal officiel. C'était en 1955, bien entendu. Salah Ben Youssef est rentré à Tunis le 13 septembre, c'est-à-dire une semaine après. Il a donc exprimé son opposition à ces accords d'autonomie interne. Et il a considéré que ces accords apportent plutôt un appui aux avantages et aux intérêts de la colonie française en Tunisie, au détriment de la liberté, de la souveraineté et de la dignité du peuple tunisien qui ne cesse de militer, qui n'était pas passif après 2 ans de lutte continue, 2 ans et demi. Bourguiba n'a pas accepté cette position de Salah Ben Youssef. Il n'a pas accepté cette opposition et il l'a même considéré comme une sorte de discorde semée par Ben Youssef dans le pays et au sein du parti. Et il a été tout simplement révoqué illégitimement, illégalement du parti Destour. La révocation de Salah Ben Youssef de son poste de secrétaire général par Bourguiba a créé donc des remous énormes en Tunisie. Il s'en est suivi que cette cellule d'historiennes qui étaient sous les ordres du bureau politique de Bourguiba, ont décidé de quitter la partie donc fidèle à Bourguiba et de s'aligner sur la position de Salah Ben Youssef. Et c'est cela qui explique d'ailleurs qui explique la tenue du congrès de Sfax le 15 novembre 1955. Bourguiba donc, a demandé le secours de feu Habib Achour et en plus de 2000 de ces hommes, les hommes de Habib Achour et des hommes armés pour donc animer et organiser ce congrès illégitime que je considère. Donc ils ont utilisant ces milliers, donc il les a utilisés pour remplacer les patriotes, les vrais, qui ont refusé les accords de l'autonomie interne et rejoint les rangs de Salah Ben Youssef. Juste après
la clôture du congrès de Sfax, qui, je le dis entre nous, a adopté la majorité des revendications de Salah Ben Youssef, en plus de la création ou la mise en place d'un conseil, d'une assemblée constituante. À Tunis, la capitale. On a assisté à une vague de terrorisme, de terreur, plutôt de terreur, qui a pris pour cible la presse. Le 28 novembre 1955, a été assassiné par balle martyr, journaliste, photographe Mohamed Ben Ammar, qui travaillait dans le journal, le quotidien As-Sabah. Les tueurs, les assassins s'adressent par la suite au bureau du propriétaire du journal As-Sabah. Et Dieu a voulu que ce jour-là, il n'était pas dans son bureau, il l'a quitté quelques instants avant que son bureau ne soit donc envahi par ces assassins. Donc il s'en est tiré. 2 jours après, Ali Ben Smaïl, le martyr, a été à son tour assassiné, qui était un résistant, un militant, un chef d'un groupe de résistants dans la région du Sahel. Il a même pris part à la guerre de Palestine de 1948. Il a été envoyé en émissaire par la direction du parti. Il a été désigné comme chauffeur et comme accompagnateur de Salah Ben Youssef. Au mois de novembre, donc le monsieur qui a été chargé de l'assassinat, il dit qu'on lui a demandé de leur livrer Salah Ben Youssef. Voilà, donc il leur a répondu calmement, raisonnablement. Il a dit, lorsque j'ai été désigné comme chauffeur, voilà, comme accompagnateur. Et maintenant, vous me demandez de le ramener. Et moi, j'ai de bons rapports avec la famille de Salah Ben Youssef. Ils ont confiance en moi. Je prends soin des enfants de Salah Ben Youssef. C'est difficile de le faire. Mais après une semaine, il a été assassiné pour avoir, bien sûr, refusé l'ordre. Après 2 jours, il s'adresse à Mokhtar Atiya, le martyr, qui était un leader de premier ordre du parti du Destour à l'époque. Je pense qu'il était trésorier du parti et qui appartenait à une organisation nationale également. Il a été assassiné dans sa boutique. Pourquoi on dit que c'est à cause de sa démission qu'il a présentée du parti. Et pourquoi? Eh bien, parce que en même temps, il était ami à la fois de Bourguiba et de Ben Youssef. Il s'est rendu compte à un certain moment que la divergence entre les 2 hommes est une divergence de principe et qu'on ne pouvait pas les rapprocher. Donc il a préféré présenter sa démission. Il a été exécuté. Le congrès dont je parlais, et avec cette vague de terreur, n'a rien changé sur le terrain. La majorité du peuple tunisien était aux côtés de Salah Ben Youssef. Donc l'autorité était une autorité hybride.
résident général qui est devenu le commissaire suprême en Tunisie, et le président du parti, c'est Bourguiba. On a décidé que on a décidé tout simplement de se débarrasser de cette opposition ô combien gênante et d'une manière donc radicale, c'est-à-dire l'extirper. Là, on a préparé une stratégie, un plan pour le faire, et qui consistait à arrêter donc Salah Ben Youssouf et compagnons le même jour et la même heure, pour s'en débarrasser, les mettre en prison, et on verra par la suite. C'était le plan. Mais ce plan-là a été découvert la nuit de son application par un militant fidèle et dévoué à sa patrie et à ses compagnons de lutte, qui s'appelle Abdelhamid Belkadi. Abdelhamid Belkadi n'est pas djerbien de Djerba, non, il est de la Marsa. Il était fonctionnaire au ministère de l'Intérieur. Donc il a découvert que le 28 janvier, il y avait une sorte des mouvements inhabituels au niveau du ministère. Il a constaté cela, mais c'était en réalité une réunion entre Jean-Francis, qui est le directeur de la Sûreté, et Monji Slim, du Destour. Donc on mettait les dernières retouches pour donc exécuter le plan d'arrestation de Salah Ben Youssouf et compagnons. Donc c'est Abdelhamid Belkadi, tout de suite, il informe son chef hiérarchique, qui est son chef s'appelle Rida Ben Ammar, feu Rida Ben Ammar. C'est un patriote, d'historien, nationaliste, maghrébin, c'est son orientation politique. Il disait un très joli mot qu'il ne cessait de répéter. Il disait que lui, il n'aimait pas la soumission aveugle, parce que à l'époque, le parti nous donnait des directives, des consignes. Voilà, il nous imposait de ne pas discuter. Rida Ben Ammar, il dit que je suis un homme libre, j'ai le droit de m'exprimer. Voilà. Rida Ben Ammar, donc il fait ce qu'il fallait faire. Il a informé Salah Ben Youssouf de ce plan-là. Et la compagnie a informé également les compagnons de Salah Ben Youssouf, les partisans de Salah Ben Youssouf. Le 28... Non, dit l'intervenant, c'est entre le 28 et le 29 voilà, septembre. Le forcing a été exécuté, beaucoup de personnes ont été arrêtées, d'autres ont pris la fuite. Ceux qui se sont sauvés, donc ils ont opté pour la clandestinité, bien entendu, dans les villes et dans les villages. D'autres ont choisi de porter les armes une autre fois. Ils ont pris la route des montagnes. Je voudrais parler d'une chose que j'ai oubliée. Je vous rappelle du nom d'un moujahid, c'est-à-dire un résistant. C'était un chef rebelle, il était fidèle à la Tunisie. Il a refusé également, à l'époque, les directives de Bourguiba pour déposer d'armes. Il s'agit de feu Tahar Laswad. C'était le seul qui a dit non. Il a menacé les émissaires de Bourguiba pour ne pas revenir, pour le convaincre encore, sinon il va les liquider. Que Dieu ait son âme. Je reviens. Le 20, voilà, je répète, entre le 28 et le 29, la Tunisie est redevenue dans une nouvelle phase de révolution que je qualifierais de complémentaire.
Mais cette révolution, cette seconde étape, a eu un caractère d'une gravité certaine concernant l'existence même des autorités françaises, de l'État français. C'est-à-dire que la France a donc abouti à une sorte de succès en 1954 par le dépôt des armes. Et à l'époque, les frères algériens se préparaient pour leur propre révolution. Et la France donc avait peur de cette jonction entre les deux révolutions. En 1956, les Français donc ont découvert que certains partisans de Salah Ben Youssef qui ont refusé les accords donc ont réétabli le réseau de contact avec les résistants dans les montagnes et même en Algérie. Et donc la situation devient assez grave. Maintenant, il y a une nouvelle donne. Et bien sûr, la France s'est ébranlée. Elle a eu peur parce que l'ère géographique de la révolution algérienne, elle allait donc s'élargir et elle va peut-être sera en contact avec les frontières avec l'actuelle Libye, la Tripolitaine, avec les passages susceptibles de transférer des armes vers la Tunisie. Le Bey, bien sûr, a exprimé son inquiétude. Sa position n'était pas réconfortée avec ce conflit entre Bourguiba et Ben Youssef. Il a donc cherché Tahar Ben Ammar avec l'accord de Bourguiba. Tout le monde sait que c'est Bourguiba qui a choisi Tahar Ben Ammar. Il a essayé de le convaincre c'est-à-dire convaincre Tahar Ben Ammar de contacter une autre fois le chef du gouvernement français. Et vu les nouvelles circonstances traversées par la région, on essaye de modifier la situation, trouver une solution pacifique et peut-être changer les termes de l'accord de l'autonomie interne. Et surtout, à l'époque, on a appris que la France avait entamé également des négociations avec le Maroc du roi défunt Mohamed V, en même temps que la Tunisie. Tahar Ben Ammar donc se rend en France. Il s'adresse donc au gouvernement français qui a accepté donc les propositions de Lamine Bey et les négociations donc vont recommencer. Donc cette opération s'est produite lors de la seconde semaine de février, donc et au début mars également. Donc les négociations, donc ils ont abouti à des accords, sauf la base militaire de Bizerte, la base navale et l'extrême sud tunisien, que la France a souhaité ou exigé que ces régions demeurent sous sa tutelle. Donc Tahar Ben Ammar n'a pas pu donc accepter ses propositions et prendre la décision. Il en a informé Bourguiba. Bourguiba, il s'est rendu à son tour à Paris. Il a essayé. Non, ce n'était pas possible. Les Français donc étaient intransigeants et Bourguiba ne pouvait pas donc résister face à la France parce que c'est lui qui a été à l'origine des accords du 5 juin et ces 10 accords et conformément donc à son texte pourrait perdurer même une vingtaine ou 25 ans dans l'avenir. Et au lieu de tenir tête face à la France, il a tenu tête ou il a donc il s'est adressé à Tahar Ben Ammar pour lui demander d'accepter les conditions exigées par la France et de remettre la question de Bizerte et des régions du Sud à plus tard. Bien sûr, Tahar Ben Ammar, en tant que chef du gouvernement, négociateur, il a accepté et ils ont
annoncé le 20 mars, jour de l'indépendance en 1956. Et tous les Tunisiens, bien sûr, étaient contents parce qu'on a abouti quand même à un résultat positif. Et nous étions là et nous avons cru à ce triomphe. D'autre part, la Tunisie devient indépendante et on a cru que le conflit entre les deux hommes s'est terminé, disons en beauté. Et nous, on était en clandestinité à cette époque-là. On a cru que voilà les problèmes, on en a fait table rase et on attend une sorte de réconciliation nationale et on oublie le passé. C'était la Grèce, la joie d'avoir obtenu l'indépendance. On était optimiste quant à l'avenir. Voilà, on a remercié Dieu. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Donc la déclaration de réconciliation nationale n'a pas eu lieu. Au contraire, Bourguiba il a déclaré, en proférant des menaces à notre encontre. Il a demandé que nous rendions, nous les opposants, mais avec cela, il nous demande de nous rendre à l'autorité française, parce qu'il n'y avait pas de service de sécurité dépendant de l'autorité tunisienne. Mais moi, je me vais me rendre une autre fois à la France. Je les ai combattus de 52 jusqu'à 54, et maintenant je me rends. Donc voilà, de 29 janvier au 20 mars, ce n'était pas possible. C'était inadmissible de ma part. Comment je me rends à la France? Et dans ce cas-là, mon dossier sera examiné et peut-être je serai pardonné, peut-être je serai mis en prison, sanctionné. Des peines me seraient infligées. Et donc on était dans l'attentisme et on espérait peut-être que des choses se produisent. Et dans ce cas, je saisis cette occasion pour demander des explications à tous nos amis qui sont encore en vie. Je vous demande de m'expliquer comment, après le 20 mars, la proclamation de l'indépendance le 10 avril, c'est-à-dire jusqu'au mois de mai, les forces françaises en Tunisie et l'aviation française poursuivaient les résistants et les amasser, les tuer, un à un dans les montagnes. Et donc, on n'a pas compris comment, après l'indépendance de la Tunisie, pourrait cela se produire. Mais c'est contradictoire. Normalement, les autorités coloniales et l'armée française doivent quitter le jour même le pays après la proclamation de l'indépendance. Et ça, c'est convenu partout, dans tous les pays du monde. On attendait une réconciliation nationale, mais on était déçus. Rien n'a pu être changé. Alors, l'explication, selon mon opinion personnelle, mais également il y en a d'autres qui sont de mon avis également. Bourguiba, donc il est rentré en Tunisie, comme vous le savez. Et ils ont été un peu préoccupés par la préparation de la mise en place de l'Assemblée constituante qui a décidé que sa première session se tiendra le 25 mars et l'ouverture sera au mois d'avril. Donc Bourguiba
s'est intéressé et est pris par cette affaire d'assemblée constituante plus que par la concrétisation de l'indépendance totale de la Tunisie. Mais pourquoi tout cela? Dit-on, l'indépendance, donc, elle est consommée, du moins sur le papier, et l'Assemblée constituante doit être, selon Bourguiba, une assemblée partisane de Bourguiba, parce que Bourguiba il voulait que cette constitution, donc non seulement elle va préparer une nouvelle constitution, mais elle va mettre un fin à la royauté et proclamer la République, et Bourguiba sera donc par la suite désigné comme président. Voilà, donc cette situation d'embarras et de perplexité, donc c'était dû à ça. Et on a constaté que l'armée française, donc elle a continué ses opérations contre les résistants, donc avec un allègement au niveau de l'effectif au niveau de l'armée de terre. Mais l'aviation continuait son travail. Il a tué des centaines de jeunes qui étaient dans les montagnes, dans les maquis. Et moi, je doute fort jusqu'à nos jours que leurs dépouilles sont jusqu'à ce jour éparpillées ou bien ensevelies dans les rivières et les collines jusqu'à maintenant. Et il y a 10 ans, j'ai été contacté par le docteur historien Amira Alaya Sraïr, et donc il m'a informé que ils ont trouvé des dépouilles de certains résistants et à leur côté leurs armes, et ils ont constaté, ou bien ils ont déduit qu'il s'agit bel et bien d'un groupe de résistants qui ont été tués, et ils sont restés là dans les montagnes et les maquis. Et je doute que jusqu'à demain, jusqu'à toujours, ils sont toujours à la pleine lune. Voilà, jusqu'à cette date-là, on était perplexe, on ne savait pas quelle option choisir. Est-ce qu'on va quitter le pays? Il n'y a pas d'espoir à ce qu'il y ait une réconciliation nationale, surtout que l'armée française, l'aviation continue à tirer sur les résistants. Et c'est une occasion, permettez-moi de m'adresser, messieurs, dames, à un ancien secrétaire d'État qui travaillait avec Bourguiba, qui est journaliste, c'est Bachir Ben Ahmed. Donc, il a publié un article au mois de mars 2016, récemment, dans lequel il accuse Ben Youssef et compagnie d'être à l'origine d'agressions perpétrées contre la Tunisie en 1956. Moi, je ne comprends pas comment Ben Ahmed, il était en Tunisie, à l'époque, il était ministre. Et à l'époque, comment ose-t-on agresser la Tunisie alors que la Tunisie était sous la tutelle de l'armée française? Oui, on a franchi la frontière de Libye vers la Tunisie. C'est vrai, on a franchi les frontières. Mais je vous assure que l'armée française, c'est elle qui détenait les rênes du pays. Il n'y avait pas d'autorité tunisienne, il n'y avait pas d'État tunisien. C'est après 2 ou 3 ans qu'on va mettre en place cet État nouveau. On va organiser des corps de justice, de la garde nationale, avec la rentrée des diplômés de Saint-Cyr. Et avec cela, Ben Ahmed accuse Ben Youssef et compagnie d'avoir attaqué ou agressé la Tunisie. Vraiment, moi, j'ai honte d'entendre des choses pareilles. Et il n'aurait pas dû le faire un homme de la taille
bataille de Bachir Ben Ahmed. Je vous dis, monsieur, vous vous trompez. En 1956, en mars 1956, et même après la proclamation de l'indépendance, je vous rappelle tout simplement que les forces armées françaises sont toujours là, en place en Tunisie.